Alors bonjour à tous, ici Léna, votre coach. Aujourd'hui j'ai le plaisir de retrouver Olivier Roland qui est ici à côté de moi. Comment ça va Olivier ? Ça va super et toi ? Ça va très très bien, je suis ravie de te retrouver. On va aujourd'hui parler d'un thème qui me tient particulièrement à cœur, c'est comment lancer son business et finalement pourquoi lancer son business et ne pas rester salarié. Donc Olivier, est-ce que tu veux te présenter ? Parce que maintenant tu es de plus en plus connu, est-ce que tu veux te présenter quand même ? Oui, bien sûr. Il y a quand même pas mal de personnes qui ne me connaissent pas encore. Moi, j'aime bien dire que je suis un prof de liberté, en fait. J'enseigne la liberté, non seulement comment être libre dans sa tête via le développement personnel, mais aussi et surtout comment être libre matériellement en créant une entreprise qui est au service de sa vie plutôt que d'avoir sa vie qui est au service de son entreprise. Et voilà, j'ai la plus grosse chaîne YouTube sur l'entrepreneuriat en français qui a mon nom, Olivier Roland, différents blogs, par exemple, des livres pour changer de vie. Et je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Je recommande beaucoup d'ailleurs parce que je l'ai lu et il est super, donc je vous le recommande à 100%. Du coup, pourquoi finalement créer son business et pourquoi ne pas rester salarié ? Écoute, c'est une très bonne question. Il se trouve que j'ai fait une conférence à l'école 42 de Xavier Niel à Paris, qui est une école un peu iconoclaste sur le sujet. Et le titre de la conférence, c'est 10,5 raisons pour lesquelles vous devriez être entrepreneur plutôt que salarié. Alors, elle dure 1 heure, je pourrais même parler 2 heures là-dessus, tu vois. Pour les gens intéressés, ils pourront aller voir ça. Mais sinon, de manière courte, et il faut quand même déjà poser le fait que l'entrepreneuriat c'est pas fait pour tout le monde. Je suis pas en train de dire que tout le monde devrait absolument être entrepreneur. C'est simple parce qu'il y a des gens pour qui c'est pas quelque chose qui leur correspond. Ils sont heureux en tant qu'employés, ils vont s'épanouir plus là-dedans. Et voilà. D'autres personnes sont ce que j'appelle des intrapreneurs. Et elles vont plutôt entreprendre à l'intérieur d'une structure, d'une grosse boîte, etc. Et ça pose pas de problème non plus. Par contre, je pense que pour d'autres personnes, l'entrepreneuriat, c'est vraiment une excellente voie qui, malheureusement, n'est pas souvent explorée, en grande partie parce que la société ne le partage pas assez, si tu veux. Tu vois, je pense que pour des personnes en fait, qui ressentent en elles un certain appel, c'est même presque quelque chose d'obligatoire à faire. Mon livre, Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, je l'ai écrit pour des gens qui extérieurement peuvent avoir tous les signes de succès. Un beau diplôme, genre Bac+5, je ne sais pas si on vous dit ça en Belgique, mais voilà, tu vois. Oui, on comprend. Ouais, c'est vraiment un beau diplôme, un beau job, souvent de cadre dans une belle boîte, voilà, la belle maison, la belle voiture, tout ce que tu veux, la vie de famille. Donc extérieurement, on peut se dire, waouh, la personne a réussi, mais en fait, elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On leur a vendu le concept de passe le plus gros diplôme que tu peux et fais du métro boulot dodo pendant 40 ans et puis tu prendras ta retraite au moment où les plus belles années de ta vie seront derrière toi. C'est peut-être pas fait pour eux et que ils sont en train de concrètement se dessécher de l'intérieur, tu vois. Et ça passe par quoi pour eux l'épanouissement ? En général par la création. Que ce soit la création artistique, donc par exemple écrire un livre, une pièce de théâtre ou que sais-je encore, la création de son aventure, du genre faire le tour du monde pendant 1 an, ou la création de son propre business. Donc je pense que déjà l'entrepreneuriat, c'est vraiment une voie d'épanouissement extrêmement intéressante pour ces gens qui ressentent au fond d'eux que la voie classique que leur enseigne la société n'est pas faite pour eux, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que finalement ce sont des gens qui sont avant tout des explorateurs, des créateurs, des innovateurs et que finalement c'est en créant leur propre aventure qu'ils vont s'épanouir. Donc ça c'est déjà la première chose, tu vois. Si vous ressentez cet appel-là, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle c'est que si vous ne l'écoutez pas, vous allez vous dessécher de l'intérieur. La bonne nouvelle, c'est que si vous l'écoutez, ça va vous donner une énergie incroyable qui va vous permettre de dépasser des montagnes et de faire des choses que la plupart des gens trouvent absolument impossibles à faire. Je ne suis pas en train de dire que ça va être facile, mais je suis en train de dire que ça vaut le coup, en fait. Ensuite, je pourrais parler longtemps sur le sujet, mais si je récapitule les 10... T'inquiète pas, on a encore des questions, hein, donc Ok, on va en parler. Si je récapitule les 10,5 raisons, il y a le fait que tu acquiers beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus vite en étant entrepreneur qu'en étant employé. Alors je vais peut-être pas me rappeler les 10, 5 là comme ça de tête. Je vais donner celles qui me reviennent, ce sera peut-être les essentielles. Que c'est donc un facteur d'épanouissement, je viens d'en parler, que c'est aussi la même différence quand on crée sa boîte versus quand on implique que quand on est propriétaire versus locataire. C'est-à-dire que quand on est locataire de son bien, on donne de l'argent tous les jours pour enrichir quelqu'un.
Et quand on est propriétaire, eh ben, on rembourse son prêt bancaire. Donc c'est la même chose, sauf on se développe son capital au fur et à mesure. Or, quand vous êtes employé, vous aidez à développer la valeur d'une entreprise, mais sans pour autant avoir un intérêt à celle-ci. Alors, il y a des exceptions. Il y a certaines boîtes qui donnent des parts dans les sociétés ou qui vendent des parts à des prix intéressants. Dans ce cas-là, ok. Mais typiquement, un employé ne va pas profiter de la valeur qu'il crée pour sa boîte, en fait. Tandis que l'entrepreneur, oui. Ensuite, c'est une excellente manière, justement, si vous n'avez pas un diplôme qui est adapté à la profession que vous envisagez. Alors, sauf dans des secteurs réglementés, si vous voulez devenir avocat, médecin, notaire, il vous faut le diplôme, point barre. Mais dans la plupart des domaines, si vous êtes entrepreneur, on ne va pas vous demander votre diplôme. Tu vois, j'ai créé ma première entreprise dans l'informatique à 19 ans. J'avais notamment comme client Peugeot. On gérait le système informatique de leur concession automobile dans tout le Nord, en fait, Lille, Amiens et tout ça. Et ça représentait des gros parcs. Et c'était quand même quelque chose avec beaucoup de responsabilité. S'il y avait eu un souci important sur leur parc informatique, eh bien, je ne sais pas, ça peut coûter peut-être plus de 100 000 euros par jour. On va savoir, tu vois, mais c'est énorme. Si j'avais postulé pour ce même poste en tant qu'employé, c'est la première chose qu'ils m'auraient demandé, c'est quel est votre diplôme. En tant qu'entrepreneur, ils ne m'ont jamais posé la question. Jamais. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça ne se fait pas. En fait, quand vous êtes prestataire, quand vous êtes entrepreneur, jamais les clients vous demandent votre diplôme. Jamais. C'est juste, ça ne se fait pas. C'est pas poli. Et aussi parce que les gens se disent, si le gars a réussi à créer sa boîte dans le secteur, il n'y a rien d'autre à prouver, tu vois. C'est aussi parce que c'est plus flexible, on ne va pas se mentir. C'est plus facile quand vous n'êtes pas content d'un prestataire de plus travailler avec lui qu'avec un employé. Mais il y a quand même un petit peu cette tradition de ne pas demander le diplôme. Donc ça vous permet de squeezer un petit peu le manque de diplôme. Et ensuite, c'est aussi une excellente manière d'être moins discriminé. Alors ça ne va pas forcément être très parlant pour tout le monde, mais en tout cas, voilà, si vous êtes discriminé par rapport à votre sexe, votre couleur, votre origine, où vous vivez, quand vous êtes entrepreneur, ça arrive beaucoup moins. Je ne dis pas que ça efface tout, je dis juste que ça arrive bien parce que vous avez le respect dû à l'entrepreneur. Si en plus vous avez une boîte sur le web, ça c'est d'autant plus moins important que vous n'êtes pas forcément en contact direct avec les clients. Même si vous avez une boîte classique, vous n'êtes pas forcément en contact direct avec les clients, par exemple. Donc voilà, il y en a beaucoup d'autres de raisons, mais en voici quelques-unes. Ok, écoute, c'est déjà très bien. Et du coup, est-ce qu'il y a des qualités essentielles finalement à avoir quand on veut se lancer en tant qu'entrepreneur ou créer simplement son business? Est-ce qu'il y a des compétences déjà à avoir de base pour toi? Oui, bien sûr. Alors, plus que des compétences, c'est plutôt un état d'esprit ou même, je dirais, des états d'esprit. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être né avec et que ça peut complètement s'acquérir. On pourrait aussi en parler pendant des heures, mais au final, les états d'esprit de base à avoir, c'est déjà être un peu plus proactif, voire même beaucoup plus proactif que réactif. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Être réactif, c'est, on voit un problème, on ressent un problème et on va se contenter de réagir à ce qui se produit. Donc on va râler, on va dire moi je ferai ci, je ferai ça, mais finalement on ne va pas prendre les devants pour résoudre ça. On va toujours être en train de réagir aux événements. Être proactif, c'est de se dire ok, ce problème arrive, comment je peux faire concrètement pour éviter qu'il se reproduise ? Comment je peux en faire une opportunité ? Si je suis frustré par ça, peut-être que d'autres personnes sont frustrées par ça aussi. Du coup, peut-être que si moi je propose une solution à ça, ça peut faire un produit, un service pour ma boîte. Il y a beaucoup de boîtes qui ont été créées avec cette démarche-là. Aussi, c'est de se dire, ok, voici l'objectif que je veux atteindre, comment je peux faire pour y arriver, comment je peux modifier mon environnement, comment je peux modifier mes actions, comment je peux modifier mes habitudes pour y arriver. D'avoir vraiment cette démarche active de se dire quels sont les changements que je dois apporter dans moi-même et dans le monde pour pouvoir arriver là où je veux aller. Plutôt que de me dire, ok, moi j'aimerais bien être ça et j'y arriverai jamais et je vais attendre que ça arrive, tu vois. Donc, on est tous à la fois réactif et proactif, mais l'entrepreneur, clairement, il est davantage proactif que réactif, tu vois. Ouais. Et puis, finalement, c'est ce que disait Stephen Covey dans son livre « Les 7 habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent », c'est que les gens proactifs, ils se concentrent davantage sur le cercle de leur influence. Parce qu'il dit, tous les gens vont avoir des préoccupations de deux ordres, grosso modo. Il y a des nuances, mais c'est ça. Il y a le cercle des préoccupations sur ce sur quoi ils ont une influence directe et le cercle des préoccupations sur ce sur quoi ils n'ont aucune influence directe. Donc typiquement, la différence, c'est je vois que dans ma ville, ça manque de prestataires informatiques. Les gens ne sont pas contents quand ils doivent réparer leur ordinateur et ça manque de gens compétents.
Du coup, je vais pouvoir créer une entreprise pour résoudre ce problème-là. Voici quelque chose sur lequel j'ai une influence directe. Versus, ah mon Dieu, il y a la guerre dans ce pays, il y a 10 000 kilomètres, c'est vraiment triste, les gens se font tuer, mon Dieu. Bon, c'est triste, ça c'est sûr, mais ça sert à quoi que vous preniez la tête là-dessus? De toute façon, vous n'avez aucune influence directe dessus. Et typiquement, l'entrepreneur va davantage se préoccuper de ce sur quoi il a une influence directe et ce sur quoi il peut apporter de la valeur plutôt que ce sur quoi il n'a aucune influence. Ça aussi, c'est une différence très importante. Et un truc très très simple que vous pouvez mettre en place pour développer ça, c'est d'arrêter de regarder les nouvelles, enfin de lire les journaux, de suivre les informations à la télé, arrêter de suivre les informations parce que... Je confirme. Ouais, 95% du temps, ça parle de choses sur lesquelles vous n'avez absolument aucune influence directe et du coup le problème c'est quoi? C'est que ça vous prend du temps de cerveau. Hein. C'est négatif parce que sinon les journaux ne vendent pas, donc c'est pas compliqué. Et personne n'est intéressé vraiment par les nouvelles positives. Donc bon, sauf exception genre Coupe du Monde gagnée, etc. Ça d'accord. Mais la plupart du temps, notre cerveau a été façonné par l'évolution pour être ultra attentif à tout ce qui est négatif. Parce que quand vous viviez dans votre village préhistorique, s'il y avait un truc négatif qui se produisait du genre une tribu rivale qui vous déclare la guerre, ou un membre qui se fait tuer, ou un lion qui arrive dans votre village, ben fallait être attentif rapidement et régler le problème. Et enfin, il fallait être attentif, sinon c'était la mort, quoi, grosso modo. Aujourd'hui, le problème c'est que notre cerveau est toujours très attentif aux nouvelles négatives, sauf que on a beaucoup moins besoin d'y être attentif et c'est des nouvelles qui ne nous concernent pas directement. Donc il faut vraiment faire cette distinction et à chaque fois que vous regardez des news sur quelque chose sur lequel vous n'avez aucune influence, vous utilisez du temps de cerveau pour vous préoccuper d'un truc sur lequel vous pouvez rien faire et ça sert juste à rien. Ensuite, il y a pour moi une qualité essentielle de l'entrepreneur, c'est de préférer les taureaux aux autruches. C'est-à-dire? Oui, j'allais dire, tu vas dire, mais de quoi il parle? Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je vais te donner un exemple concret pour bien comprendre. Donc, j'ai créé ma première boîte à 19 ans et je savais absolument pas ce que je faisais à l'époque. Je suis passé du statut de lycéen à chef d'entreprise, c'est pas fait sans douleur. Et au bout de 6 mois, en fait, j'étais prêt de mettre la clé sous la porte parce que j'avais pas du tout de bonne stratégie d'acquisition client. J'avais investi dans de la pub qui servait à rien, etc., etc. Et donc, il y a un moment, tu vois, j'avais fait un pari. J'avais dit à mes parents, à mes amis, à tout le monde, j'arrête mes études, je fais ma boîte. Et là, au bout de 6 mois, je suis prêt de déposer le bilan. Je me dis, merde, l'humiliation totale, tu vois. Et là, j'avais 2 choix. Je pouvais mettre ma tête dans le sable comme les autruches, ou je pouvais prendre le taureau par les cornes. Et j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes. J'ai ravalé ma fierté, j'ai ravalé mon ego, j'ai appelé tous les gens qui m'avaient accompagné dans ma création d'entreprise et je leur ai dit, j'aurais exposé la situation. Je dis voilà, c'est vraiment con, j'ai fait plein d'erreurs, mais maintenant je commence à avoir des clients, le bouche-oreille s'enclenche. Je sais que c'est pas un problème de business model, c'est juste que j'avais un problème d'acquisition client, je l'ai compris. J'ai juste besoin d'un peu plus d'argent pour pouvoir mettre la tête sous l'eau, pour pouvoir tenir le temps que le bouche-oreille finisse de s'enclencher, etc. Et j'ai contacté tout le monde, les gens étaient très sympas, ils m'ont aidé. Et notamment, il y a une structure qui m'avait financé, qui a réussi à me dégoter un prêt qui venait juste de sortir le gouvernement, ça s'appelle le PCE. C'était pas grand chose, c'était 25 000 francs à l'époque, c'est quelque chose comme même pas 7 000 euros aujourd'hui, tu vois. Et je veux dire, 7 000 euros, c'est rien, il y a des tas de gens qui font des prêts à la consommation pour acheter des téléplates ou des bagnoles pour ça. Moi, j'ai eu ça m'a suffi à pouvoir mettre la tête en dehors de l'eau le temps nécessaire pour que mon business devienne vraiment rentable. Et voilà un exemple, tu vois. Donc, il faut savoir prendre le taureau par les cornes, mettre son ego de côté. Et je veux dire, voilà, c'est aussi ce qui est extraordinaire dans l'entrepreneuriat, c'est qu'au final, vous ne pouvez plus vous cacher, quoi. Quand vous avez de mauvais résultats, vous avez de mauvais résultats. Point barre. Et comme vous êtes le dirigeant, c'est quand même pas mal de votre faute, quoi. Donc je pourrais continuer longtemps comme ça, mais voilà les qualités parmi les principales. Et ça s'apprend, ça s'apprend. Voilà, ça s'apprend. Et du coup, par où commencer? Donc prenons l'exemple de quelqu'un qui en a marre de son travail en tant que salarié et qui aimerait bien finalement, qui a cette envie, tu vois, de liberté intérieure et de vouloir faire ses horaires comme il veut, mais qui a peur finalement de se lancer, et on comprend parce que finalement c'est quand même un grand pas. Du coup, quelle est la première action pour toi à mettre en place pour une personne qui voudrait déjà commencer à lancer son business? Est-ce que il faut déjà faire une étude de marché, s'assurer que ce soit d'avoir une garantie que ça marche? Évidemment, on ne sait pas avoir de garantie que ça marche, mais je te pose quand même la question. Hein. Est-ce que... Alors déjà, non, il n'y a jamais aucune garantie que de quoi que ce soit, ça c'est sûr aussi. D'ailleurs, ça fait partie des qualités. L'entrepreneur doit savoir accepter l'incertitude et le risque, c'est obligatoire.
Donc, c'est d'ailleurs ce qui freine beaucoup de gens. C'est que finalement, ils ont peur de se lancer parce que voilà, souvent ils ont des obligations, le prêt de la maison à rembourser, la famille, etc. Et ils se disent, d'accord, mais c'est trop risqué. Il y a des moyens de prendre des risques mesurés, de diminuer les risques, mais on peut diminuer l'incertitude avec l'étude de marché, mais jamais complètement à 100%. Ensuite, alors, dans ta question, la personne a déjà l'idée ou pas ? Parce que l'idée, c'est la première étape. Ouais, ça pourrait déjà. Enfin, la première étape, c'est l'envie, mais après, il y a l'idée. Beaucoup de gens ont l'envie, mais n'ont pas l'idée. C'est ça. Mais dans le cas, par exemple, où quelqu'un a envie de le faire, et il n'a pas encore d'idée, et dans le cas où la personne a déjà une idée, mais finalement, comme tu dis, elle a peur de changer de statut, parce qu'effectivement, c'est quand même une prise de risque, c'est quand même quitter ce qu'on connaît pour ce qu'on ne connaît pas, et puis voilà, il faut quand même, comme tu dis, payer les factures, c'est clair. etc. Donc, dans les deux cas... Ouais, ok. Donc, écoute, pour celle qui n'a pas l'idée, il y a plein de manières d'avoir des idées. On peut encore une fois en parler pendant des heures. La méthode que j'ai partagée juste avant, à savoir de se focaliser sur les choses sur lesquelles les gens râlent, parce que c'est des frustrations en fait. C'est une bonne manière d'avoir des idées. Vous pouvez créer un business qui va résoudre le problème qui font que les gens arrêtent de râler, tout simplement. Donc s'ils râlent, c'est bon, il y a un business derrière. Pas forcément, non, pas forcément. J'ai pas dit ça. Simplement, c'est un premier indice qui indique que peut-être il y a un potentiel. Et derrière, il faut faire justement l'étude de marché pour voir s'il y a un potentiel économique. Tous les problèmes ne sont pas bons à résoudre ou viables économiquement à résoudre. Par exemple, moi je râle parce que faire Paris-New York, ça prend 6 heures aujourd'hui versus 3 heures, mais c'est pas pour autant que c'est forcément rentable aujourd'hui de faire un nouveau Concorde. Tu vois, on en parle, mais le Concorde a été arrêté justement parce que c'était pas rentable. Donc voilà, on peut donner peut-être qu'avec les nouvelles technologies ça va le devenir, tu vois, mais il faut se poser la question, tu vois. Mais voilà, c'est un premier indice et ça permet de vraiment booster sa créativité. Pour passer juste les prochains jours à regarder un petit peu tout ce qui fait que les gens râlent, et vous aussi, vous inclus, qu'est-ce qui fait que vous râlez, que les gens râlent, et faites un petit peu une liste et vous allez voir plein d'opportunités qui s'ouvrent devant vos yeux. Et ça aussi d'ailleurs c'est une caractéristique de l'entrepreneur, c'est de voir des opportunités là où la plupart des gens voient des problèmes ou des obstacles. Ensuite, donc voilà, je vais juste partager ça sur les idées. Ensuite, une autre manière aussi quand même très facile, simple d'utiliser, d'avoir des idées, c'est d'utiliser une machine à voyager dans le temps. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Oui. N'est-ce pas ? Non. En fait, c'est simplement que, comme le disait l'auteur de science-fiction William Gibson, le futur est déjà là, il n'est juste pas équitablement réparti. D'accord. Et donc, il y a certains pays qui sont dans le futur et d'autres qui sont dans le passé. En l'occurrence, les États-Unis ont souvent 3, 4, 5 ans d'avance sur l'Europe dans à peu près tous les domaines. Et en Belgique alors on est en alors la Belgique, jusqu'aux dernières nouvelles, la dernière fois que j'ai regardé, c'était en Europe, il me semblait. Donc oui, effectivement, non, c'est plutôt en retard sur les États-Unis comme le reste de l'Europe en fait. Et du coup, le simple fait de regarder ce qui se passe aux États-Unis, ça permet de détecter des choses qui vont arriver en Europe plus tard. C'est pas obligatoire, et tout ce qui se démarre aux États-Unis ne va pas forcément arriver en Europe, mais quand même il y a un beau taux de corrélation, et ça c'est une excellente manière. Inversement, vous pouvez aller dans des pays qui sont encore dans le passé par rapport à nous, typiquement les pays en voie de développement, et apporter des trucs qui sont courants de chez vous mais qui ne sont pas là-bas, et cartonner avec ça. On peut aussi, sans parler de pays, faire ça d'un secteur à l'autre. Il y a des secteurs dans certaines industries qui ont déjà mis en place des outils qui sont absolument inconnus dans d'autres. Tu vois, on peut créer des véritables business en apportant dans une industrie des outils qui sont complètement banals dans une autre mais qui sont inconnus. Tu vois, voilà. Ensuite, tu vois, par exemple, j'ai mon ami Jason Friedman, que j'ai interviewé sur ma chaîne. Il a créé un business de zéro, il l'a amené à 850 millions de dollars de chiffre d'affaires en 10 ans, t'imagines ? Simplement en apportant au monde du business retail, c'est-à-dire les magasins, eh bien des techniques d'animation qu'il avait appris en étant, grosso modo, responsable son et lumière dans des spectacles de Broadway. Tu vois, parce que dans les spectacles de Broadway, il devait faire en sorte d'avoir la meilleure expérience utilisateur possible, et en amenant ses connaissances dans le monde du retail, il a fait une fortune parce qu'il a aidé toutes ces boîtes à améliorer l'expérience client et donc à augmenter les ventes. Tu vois, donc voilà un exemple d'un truc courant dans une industrie et pas du tout dans l'autre, et tu peux faire des ponts d'or avec ça. Donc voilà comment avoir des idées. Ensuite, la peur. Ce que je recommande, alors il y a 2 grandes écoles dans l'entrepreneuriat. Tu as ceux qui te disent, tu brûles les bateaux derrière toi. Tu arrives sur une nouvelle île, tu brûles tes bateaux, tu dis à ton armée, voilà les gars, c'est pas compliqué. Soit on gagne, soit on arrive à vaincre, à conquérir l'île, on peut utiliser leurs bateaux, soit on meurt. Il n'y a pas d'autre choix. Vous faites ce que vous voulez, mais voilà.
Donc ça, c'est une méthode. Donc genre, voilà, je démissionne et grosso modo, je me mets à fond dans mon projet. J'ai qu'un seul choix, c'est de gagner de l'argent ou je meurs, quoi. Tu vois, donc voilà. Et il y a la méthode Lean Startup qui consiste au contraire à minimiser les risques en mettant en place ce qu'ils appellent le produit minimum viable, c'est-à-dire la version la plus simple de votre produit ou service, mais de le mettre vraiment sur le terrain, de le vendre à des clients pour vous confronter le plus vite possible à la réalité du terrain. Et donc, l'idée, en fait, c'est de vous poser la question, c'est quelle expérience simple je pourrais mettre en place tout en gardant ce que j'ai aujourd'hui. Et je vous parle en connaissance de cause parce que c'est ce que j'ai fait, tu vois. Moi, j'ai arrêté l'école à 18 ans, j'aime bien dire que j'ai un bac-2. Bon, vous dites pas ça en Belgique, mais vous comprenez. Donc, on comprend voilà, tout à fait. parfait. J'ai un bac-2, j'aime bien dire ça. Et j'ai créé ma boîte à 19 ans. Donc, parfois, on me demande, mais on dit, mais Olivier, t'étais pas un petit peu fou ou quoi ? C'est dingue de faire ça comme ça. Mais tu sais, j'ai pas fait ça sur un coup de tête. J'avais d'abord fait une expérience qui m'avait donné la confiance nécessaire pour faire ça. Et c'était quoi ? Je me suis rendu compte qu'avec un ami, on s'est rendu compte qu'en fait, on dépannait régulièrement des gens sur des problèmes informatiques qui leur semblaient insurmontables et que nous, on résolvait comme ça, d'un claquement de doigts. Et on s'est dit, pourquoi on ne gagnerait pas de l'argent avec ça ? Tu en parles dans ton livre d'ailleurs. Hein. Exactement. Je m'en souviens. Exactement. Et donc, on aurait pu faire ça à la méthode classique en disant, OK, on arrête nos études, on bosse sur le business plan, on demande des fonds, on y va. Mais on s'est dit, mais non, mais on sait même pas si ça va marcher, tu vois. Là, on n'aurait pas eu la confiance nécessaire pour le faire, tu vois. Mais on s'est dit, du coup, comment on pourrait tester notre idée ? Comment on pourrait voir si ça marche ? De la manière la plus simple possible. Et donc, on a tout simplement, fait passer une annonce dans un journal d'annonce local. Ça a coûté quelque chose comme 10 €. C'était encore en francs à l'époque, donc je convertis, quelque chose comme 10 €. Et on a eu peut-être 800-900 € de vente en un mois. Alors moi, tu vois, j'avais 18 ans, j'avais quelque chose comme 8 € d'argent de poche par semaine, j'avais des yeux grands comme des soucoupes, tu vois, j'ai fait waouh, énorme. Et c'est ça qui m'a donné la confiance nécessaire pour arrêter ma boîte, parce que c'était pas un test théorique dans ma chambre, tu vois, j'ai pas fait un plan génial pour conquérir le monde sans bouger de chez moi. J'étais sur le terrain, j'ai été chez les gens, j'ai pu voir que concrètement, oui, j'ai réussi à dépanner leurs problèmes, qu'ils étaient contents, ils m'ont donné l'argent dans la main, tu vois, j'ai vu que ça fonctionnait vraiment et que je pouvais gagner ma vie avec. Et ça m'a donné la confiance nécessaire pour arrêter les études. Pareil, quand j'ai créé ma deuxième boîte dans l'informatique, j'ai pas vendu la première tant que j'avais pas commencé concrètement à gagner de l'argent. Donc c'est ça la méthode que je recommande. Faites quelque chose à côté de ce que vous avez déjà. Essayez de mettre en place comme ça une expérience simple, efficace, qui vous permet vraiment de voir concrètement si vous pouvez gagner de l'argent. Et ça va vous donner une confiance incroyable et ça va vous permettre de faire des choses que la plupart des gens sont trop effrayés pour faire. Ok, et du coup, pour les personnes qui justement aimeraient de nouveau se lancer, mais qui sont bloquées, donc elles ont envie de le faire, mais elles ont trop peur de passer à l'action, est-ce que tu as quelque chose à partager pour ces personnes, pour les aider justement à passer le pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui effectivement sont dans ce cas-là, et voilà, est-ce que tu as un truc pour leur dire allez-y quand même, qu'est-ce qu'ils peuvent faire si vraiment ils sont bloqués? Ouais, bon, déjà, il y a ce que je viens de dire. Oui. Tu vois, tu mets en place une expérience sur le terrain et puis voilà. Et puis, bon, au bout d'un moment, si vous agissez pas, il va rien se passer. Hein. Vous pouvez vous former toute votre vie, rencontrer les meilleurs et tout ça. Si vous faites rien, il se passera rien. Donc la question, au bout d'un moment, elle est simple. C'est est-ce que vous allez avoir peur toute votre vie et toujours éviter de faire ce qui au final est quelque chose qui vous tient à cœur parce que vous ressentez l'appel au fond de vous et clairement ça va être obligatoire au bout d'un moment, vous allez vous dessécher de l'intérieur, ou est-ce que vous êtes prêt à prendre ce petit risque à avoir cette peur mais à la faire quand même et à pouvoir prendre le risque de vous épanouir et de vivre vraiment. Pour moi, le choix est vite fait. Au final, je peux donner tous les conseils du monde. Il n'y a rien qui remplace le fait. Enfin, c'est même pas qu'il n'y a rien qui remplace, c'est qu'au bout d'un moment, on peut vous donner tous les conseils du monde. Vous êtes obligé d'avoir peur et de le faire quand même. C'est obligatoire. Prenez toutes les choses qui vous faisaient peur avant. Et la peur s'amoindrit justement en passant à l'action. Bien sûr. C'est ça le cercle vicieux de la peur. C'est clair. Après, il y a des méthodes psychologiques pour, si vous avez des phobies par exemple, pour diminuer vos phobies, etc. C'est évident. Mais c'est la meilleure thérapie. La meilleure thérapie, c'est d'agir. Je veux dire, moi par exemple, je sais pas si, tu vois. Quand j'ai appris à faire du vélo, j'avais des petits trous, tu vois. Oui. Toi aussi, tu avais ça ? Ouais, pour éviter de tomber. Et en fait, je crois que j'avais 6 ans et ma mère, un jour, elle m'engueule. Elle me dit, mais Olivier, mais c'est n'importe quoi. Pourquoi tu as encore des petits trous ? Je dis, mais non, maman, mais tu comprends rien. Et moi, je sais pas faire du vélo sans les petits trous. Laisse tomber et tout, toi. J'avais peur de faire ça. Elle m'a dit, non. Et elle m'a forcé à enlever les petits trous. Et je lui ai dit, ok, si c'est comme ça, vas-y, je vais faire du vélo, tu vas voir, je vais me casser la gueule, tu vois.
J'ai pris mon vélo et j'ai halluciné parce que je savais faire du vélo sans les petits trous, tu vois. Et je vais savoir depuis combien de temps je savais le faire, mais sans doute depuis très longtemps. Et ça m'a frappé parce que je me suis dit, c'est dingue quand même. Je croyais que j'avais besoin des petits trous alors que pas du tout. Et au final, c'est que pour plus avoir peur, la meilleure façon, c'est de le faire et te rendre compte que ça sert à rien d'avoir peur en fait. Et là, ta peur disparaît automatiquement. Donc au bout d'un moment, tu vas avoir peur et tu vas le faire quand même. La peur, c'est juste un paramètre. C'est pas parce que tu ressens la peur que tu ne dois pas le faire. C'est juste un signal parmi tant d'autres. Et tu peux juste dire, ah tiens, j'ai peur, c'est cool, faisons-le, tu vois. C'est pas agréable, mais je le fais quand même, quoi. Exactement. Ok, parfait. Bah écoute, je pense qu'on a répondu quand même pas mal de questions. Donc je sais pas si tu as quelque chose à rajouter en plus, Ouais. si tu veux conclure. Bah carrément, moi j'aime toujours conclure ces interviews en disant, bah voilà, ça a duré quand même un certain temps, je sais pas combien de temps, mais peut-être une demi-heure, un truc comme ça. Si vous êtes encore là, c'est que ça vous a intéressé, n'est-ce pas? Voire même ça vous a passionné ou ça a fait résonner quelque chose en vous. Moi, ce que je vous recommande, vous prenez une chose que vous avez retenue ou peut-être même notée de cette interview que vous pouvez mettre en pratique là maintenant dans votre vie, dans votre business et mettez-la en pratique. Ça va vous aider à faire en sorte que vous retirez quelque chose de cette vidéo, que ce ne soit pas juste de la culture générale et que de quelque chose que potentiellement vous allez oublier dans quelques semaines, quelques mois, vous en fassiez une véritable compétence parce que c'est en faisant aussi qu'on fait en sorte que ce n'est pas juste de la connaissance générale mais une vraie compétence et une compétence en général, on la garde pour la vie. Exactement, et je dirais même pour le mot de la fin, soyez rebelle, soyez intelligent et vivez la vie qui vous correspond. À fond. Vraiment. Et si vous avez aimé la vidéo, partagez sur Facebook, partagez à vos amis. Vous pouvez me suivre également sur ma chaîne YouTube et ma page Facebook du nom de Elena Carlier. Et voilà, je vous embrasse très fort et je vous souhaite le meilleur. Bisous bisous.